Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la gestion de classe portant spécifiquement sur le sentiment d'efficacité personnelle. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique en insertion professionnelle et mentorat au primaire et au secondaire. Le concept de sentiment d'efficacité personnelle est un concept relativement nouveau dans le domaine de l'éducation. Si de nombreux chercheurs et psychologues, dont Albert Bandura, s'y sont attardés, au Québec, c'est plutôt Thérèse Bouffard qui a agi à titre de précurseur en ce qui a trait à l'établissement d'une relation entre le sentiment d'efficacité personnelle et la motivation scolaire. Ainsi donc, le CEP peut être défini comme étant la croyance qu'a une personne en sa capacité à mener à bien une activité et d'obtenir les résultats escomptés. Son incidence est donc grande au regard de la motivation. Prenons l'exemple d'un élève à qui on demanderait d'écrire un texte. S'il s'agit d'un texte narratif, donc on demande à l'élève de nous écrire une histoire, et qu'il se sent bien habile à écrire des histoires, sa motivation et sa mobilisation seront relativement grandes. Alors que si on lui demande d'écrire un texte descriptif, disons, sur les requins, si sa connaissance des requins n'est pas très élevée, si sa connaissance des textes descriptifs n'est pas très élevée non plus, il risque d'avoir une incidence négative sur sa motivation et sur sa mobilisation. Par ailleurs, le CEP, ou sentiment d'efficacité personnelle, se construit à partir de diverses variables. La première est ce qu'on appelle les expériences antérieures. On sait tous que l'image de soi des élèves se construit à partir des réussites et des échecs qu'ils auront vécus à l'école, mais aussi dans leur vie courante. Toutefois, il y a aussi ce qu'on appelle les expériences vicariantes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des vicaires à l'époque, qui étaient les curés de remplacement. Eh bien, une expérience vicariante est une expérience de remplacement. Autrement dit, pour deux élèves qui ont un niveau de performance similaire ou identique, mon élève 1, qui va regarder performer son ami qui est l'élève 2 et qui voit que son ami reçoit un résultat de 90, n'aura pas nécessairement besoin de subir l'évaluation pour avoir l'impression de pouvoir réussir à 90%, étant donné qu'ils sont en mesure d'établir des comparatifs et de dire on est à peu près du même niveau de performance. Si tu as eu 90, j'ai confiance que je suis capable d'aller chercher 90. Toutefois, si l'ami est en situation d'échec, notre élève 1 risque d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui risque d'être beaucoup plus bas, parce qu'il se dit, si mon ami est en situation d'échec, j'ai donc toutes les chances d'être aussi en situation d'échec, ce qui aura une incidence sur sa motivation à réaliser la tâche. Les gens construisent aussi leur représentation d'eux-mêmes à partir des commentaires et des comportements qui sont jugés crédibles dans leur entourage. À l'âge de la scolarité primaire, les enfants voient leurs parents comme étant les personnes qui sont jugées crédibles. Par ailleurs, les commentaires que les parents fournissent sont de grands formulateurs et de grands fondateurs de l'image de soi chez l'enfant. C'est normal parce que souvent les parents agissent par amour, ils vont donner une image très positive à leur enfant, ce qui fait que de nombreux enfants vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui est très élevé. Toutefois, on sait bien aussi que des enfants risquent de se retrouver dans une situation où les parents les dévaluent constamment ou fréquemment, ce qui va avoir une incidence directe sur leur faible estime d'eux-mêmes. Toutefois, lorsque nos élèves arrivent au secondaire, ce n'est plus tant les parents qui seront jugés comme étant les personnes crédibles au regard des résultats scolaires plutôt que leurs enseignants. Prenons l'exemple d'un élève de 5e secondaire qui se prépare à faire un examen de physique. Même si son parent lui dit « Vas-y mon petit loup, ça va bien aller, tu vas bien réussir », dans le fond, ce sont les commentaires de l'enseignant qui vont être les plus fondateurs de l'image de soi vis-à-vis de son sentiment d'efficacité personnelle et de sa perception à sa capacité de réussir. Parce que l'enseignant aura donné une rétroaction qui va être crédible, qui va être basée sur des critères d'évaluation et qui va être basée sur les attentes du degré. Donc, le parent agit par amour, mais ça ne teinte pas tant que ça le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève au regard des matières scolaires. Ainsi, on pourrait imaginer le sentiment d'efficacité personnelle comme un mouvement spiralaire qui va varier en fonction de certains éléments. Par exemple, le sentiment d'efficacité personnelle va varier en fonction des contextes, c'est-à-dire
Un élève pourrait avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé en univers social, mais avoir un sentiment d'efficacité personnelle plutôt faible en français. Il varie aussi en fonction des opportunités qui lui sont offertes. Je reprends l'exemple du français. Un élève qui aurait un exposé oral à faire pourrait se sentir particulièrement intimidé s'il fait cette présentation devant le groupe, mais se sentir beaucoup plus à l'aise s'il peut se filmer à l'avance. Le troisième élément qui permet de faire varier le sentiment d'efficacité personnelle est le temps. Par exemple, des élèves vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle très élevé en début d'année. Ils repartent, ils sont plus reposés, ils se sentent efficaces, mais au fur et à mesure de l'année qui s'écoule, de la fatigue, des réussites et des échecs qui se sont produits au courant de l'année, ça peut avoir une incidence sur un sentiment d'efficacité personnelle qui serait à la baisse. Voyons maintenant comment ça s'active dans cette spirale. Nos élèves vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui peut être soit négatif, soit positif pour une discipline donnée. Prenons toujours le cas du français. Lorsque je présente une tâche en français à mes élèves, ils vont avoir une perception d'eux par rapport à cette tâche-là. Ça peut être un scénario d'échec ou ils peuvent se projeter dans un scénario de réussite. Donc, lorsque je demande par exemple à mes élèves d'écrire un texte, s'ils se retrouvent face à un scénario d'échec, ça va leur faire vivre une émotion qui va être négative, c'est-à-dire probablement de la honte, de la colère, du découragement, parce que leur historique scolaire est plutôt associé à l'échec. Alors que si mon élève est dans un scénario de réussite, habituellement quand on lui demande d'écrire un texte, il y voit du défi, il y voit du plaisir et ça vient renforcer son image de lui, bien ça va nécessairement véhiculer une émotion plutôt positive de plaisir, de satisfaction. Cette émotion-là a une incidence sur la motivation de l'élève. On comprend que si l'élève a honte, qu'il se sent découragé, sa motivation va plutôt être négative, c'est-à-dire qu'il ne tentera pas tant de se mobiliser, alors que pour mon élève pour lequel le scénario est un scénario de réussite, il va se sentir mobilisé et va avoir le goût de se comporter adéquatement, c'est-à-dire de se mettre au travail, de se mobiliser et de réussir. Alors que si c'est un scénario d'échec, l'élève va plutôt se présenter dans une situation de passivité, d'évitement. Il va mettre en place des stratégies de contournement, va peut-être déranger, parler avec ses amis, en fait, tout pour faire en sorte que l'échec, finalement, ne soit pas attribuable au travail qu'il va faire, plutôt qu'au comportement qu'il aura. Évidemment, un élève qui ne s'est pas mobilisé, qui n'a pas fait le travail ou qui l'a peu fait, a toutes les chances de se retrouver en situation d'échec. Alors que notre élève qui part avec un scénario de réussite, qui se sent mobilisé, qui a de la motivation, a toutes les chances de se retrouver avec un scénario de réussite. Il faut comprendre que pour l'élève qui a un sentiment d'efficacité personnelle négatif, le fait de ne pas se mobiliser est un peu un facteur de protection de l'image de soi. C'est-à-dire que ce qu'il fait, attirer l'attention, faire le clown, va permettre de détourner l'attention sur le fait qu'il se perçoive comme étant un mauvais élève. Il va donc essayer d'aller chercher de l'attention d'une autre façon, d'aller chercher l'approbation des autres élèves, justement en utilisant l'humour. Mais ce sera une façon pour lui de se préserver de l'image d'échec qu'il vit de façon constante. Là, on pourrait dire, mais qu'arrive-t-il si mon élève se retrouve en situation d'échec malgré le fait qu'il se soit mobilisé, qu'il ait mis en place toutes les stratégies positives pour réussir? En fait, on connaît ces élèves performants qui parfois se retrouvent en situation d'échec. Très souvent, est-ce que ça va avoir une incidence sur leur sentiment d'efficacité personnelle? La réponse est non. En fait, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attribuer l'échec à une cause extérieure. Ils vont par exemple dire à l'enseignant, bien, vous êtes trop sévère ou vous ne m'aimez pas. C'est aussi vrai pour l'élève qui vit un scénario d'échec, mais qui va se retrouver en situation de réussite. C'est rare qu'il va s'attribuer le mérite de la réussite. Souvent, ce qu'il va dire à l'enseignant, c'est « Ah, c'est parce que vous m'aimez. Ah, ou c'est parce que vous êtes un bon prof, vous. » Alors, il faut amener les élèves à défaire ce noyau-là et à prendre la responsabilité de leur réussite et parfois aussi, malheureusement, la responsabilité de leurs échecs.
Bon. Est-ce donc à dire que nos élèves qui vivent des scénarios d'échec sont confinés à l'échec et donc qu'ils se retrouvent face à la fatalité de l'échec? En fait, la réponse est non, heureusement, parce que les enseignants ont une emprise sur la perception que les élèves ont d'eux. Et on va voir quelques petites stratégies qu'on peut mettre en place pour travailler sur la perception de soi face à la tâche pour nos élèves. Une des premières stratégies, c'est d'avoir des attentes élevées mais réalistes. Ce que ça veut dire, c'est de permettre à nos élèves de vivre des petites réussites pas à pas. Ça ne veut pas dire de baisser les attentes. Ce que ça veut dire, c'est de morceler davantage nos attentes pour permettre à nos élèves de reprendre le pas et de rejoindre les attentes du reste du groupe. Donc, ce que je peux faire, c'est d'avoir des attentes qui sont un petit peu plus morcelées, un petit peu plus douces pour amener mon élève à progresser. De cette façon-là, il vit des réussites et ça va avoir une incidence directe sur sa motivation. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut enseigner les stratégies qui font défaut. En fait, la plupart de nos élèves ne se mobilisent pas parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, qu'est-ce que je dois faire comme enseignant? C'est justement de leur montrer les procédures, de renforcer ces procédures-là. Je vous donne un exemple en lecture. Nos élèves qui souvent ont de la difficulté en lecture vont mobiliser une stratégie, c'est-à-dire aller voir le dictionnaire pour clarifier les mots qu'ils ne comprennent pas. Or, ce n'est pas nécessairement toujours la stratégie qui est la plus productive, parce que les élèves vont sortir du texte pour aller lire dans le dictionnaire, et là, ils ne seront pas nécessairement capables d'attribuer la bonne définition ou même de retrouver le mot dans le dictionnaire. Alors que je peux leur permettre d'utiliser le contexte, je peux leur permettre d'apprendre à décortiquer un mot grâce à l'étymologie, grâce aux préfixes, aux suffixes, pour qu'il reste le plus possible dans le texte, et je vais étayer le plus grand nombre de stratégies possibles. Ça va lui éviter d'utiliser de façon récurrente une stratégie inefficace et ça va lui donner un éventail qui est beaucoup plus étoffé et donc fort probablement beaucoup plus efficace. On en a parlé dans une autre capsule, donner de la rétroaction a une incidence directe sur la motivation de l'élève parce que ça me permet de donner un portrait juste du développement des apprentissages chez mon élève. Mais cette rétroaction-là, elle doit parler aussi bien du résultat que des efforts et des stratégies à déployer. Donc, je ne parlerai pas seulement que du résultat de l'élève, mais je pourrais lui donner une rétroaction sur les stratégies qu'il a mises en place, sur leur efficacité et le soutenir quant au développement de ces stratégies-là. Un autre élément qui aide, c'est d'amener l'élève à développer sa capacité à s'auto-évaluer. Autrement dit, à être capable de reconnaître ses forces, mais aussi à être capable de reconnaître les défis qu'il a pour améliorer, disons, un texte. Finalement, comme enseignant, je dois être soucieux des périodes de transition parce que ce sont des périodes de vulnérabilité chez les élèves. Je vous donne un exemple. Nos élèves qui arrivent du primaire, souvent vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé à la fin du primaire qui va se dégrader au début du secondaire parce que c'est un contexte qui est bien différent. Ils étaient habitués avec un titulaire. Ils se retrouvent avec 5, 6, 7 enseignants dans différents locaux, dans un univers complètement déboussolant, et ça peut avoir une incidence sur leur mobilisation et sur leur motivation. Donc, je dois les soutenir quant à cette transition-là. Je vous donne un autre exemple. À l'époque, j'étais enseignant de français au secondaire, et je pensais fouetter mes élèves en leur disant « Ah, vous trouvez ça difficile, hein, les projets de lecture que je vous donne? Bien, attendez au cégep, vous allez voir à quel point c'est difficile. » Je pensais les mobiliser et les motiver de cette façon-là. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a de grandes chances que j'ai démobilisé mes élèves qui étaient les plus vulnérables. En fait, probablement que ce qui se disait, c'est « Ah mon Dieu, c'est déjà difficile, imagine ce que ça va être au cégep, ça ne me donne rien de le faire dans ce cas-là. » Donc, il faut faire attention à notre façon de réagir avec les élèves et à notre façon de les mobiliser. Il faut donc s'assurer que dans les périodes de transition, on est le plus soutenant possible pour pouvoir faciliter le mieux possible cette transition. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipe école dans laquelle vous travaillez. Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec moi, Pascal Lapierre, qui suis conseiller pédagogique, responsable du dossier d'insertion professionnelle des enseignants. N'oubliez pas, sachez aussi que vous pouvez communiquer avec l'équipe des conseillers pédagogiques par l'entremise des services éducatifs aux jeunes. Enfin, par ailleurs, pour toute question d'ordre syndical, n'hésitez pas à communiquer avec les responsables du syndicat. Vous trouverez leurs coordonnées à la prochaine diapositive. Si vous avez des questions d'ordre syndical, gardez en tête que l'ensemble de ces personnes sont là pour vous trouverez les coordonnées et vous permettre d'avoir une année. Bonne fin de journée, au plaisir de travailler avec vous. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez manifester des besoins